Je pose la question, le peuple va aller mourir demain, pourquoi? Mais qui va tuer le peuple? Écoute. Or, la police, elle est là pour protéger, pour canaliser, avec des moyens humains. C'est un service public. Les moyens lui donnés par ce même peuple. Et cette police, depuis sa réforme, c'est une police qui y est là pour le peuple. Alors, qui va tuer demain? Très bien, une très bonne question. Depuis quand avez-vous vu dans ce pays une marche totalement pacifique? C'est moi vous dire, pasteur, vous êtes plutôt au coin quand vous qualifiez les catholiques d'être des proches du rassemblement, mais vous êtes proches du pouvoir. Vous ne prenez que parti, faites et cause pour le pouvoir depuis le début de votre intervention. J'ai dit aussi que ici, la majorité dans cette histoire-là, le président a été trahi par tout le monde. La majorité à laquelle il a fait... Qu'est-ce que la majorité a obtenu pour le chef de l'État ici? Ils l'ont vendu. Mais, et puis c'est pourquoi nous disons, nous au centre, on a dit, les problèmes du peuple ne sont pas ici. Qu'on aille à la table ronde. Les vrais problèmes du peuple, ce n'est pas celui qui est là. Le peuple doit manger. Le peuple congolais. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Un petit pays comme le Togo, qui n'a que le phosphate et le porc comme ressources. Ils viennent de construire un aéroport avec 12 quais modernes. Nous, avec tout ce qu'on a comme richesse, regardez les supermarchés qu'on a construits en Gilles ici, qu'on appelle aéroport multimoderne. C'est une honte. Modulaire, avec autant de millions avalés. C'est ça ma préoccupation. Ma préoccupation, moi, je dis au peuple, vous allez mourir pourquoi? Si on aurait dit ici dans l'accord qu'on monte les salaires, plus qu'un Mboudi, que les salaires minimum soient là, que la nourriture puisse baisser des prix, moi, j'allais vraiment être le premier dans la marche demain. J'allais être dans la marche demain, moi-même demain. Dans la marche. Vous vous adressez à ce peuple avant de rentrer dans l'histoire. Daniel Ngoï-Mulunda, vous étiez en train de parler au peuple de son absence dans cet accord. Vous regardez à ce peuple et vous lui démontrez la malgouvernance qu'il y a eu durant toutes ces années, avec un immeuble intelligent, un seul immeuble intelligent parmi autant des milliers ignorants, un supermarché à l'aéroport, et voilà. Vous regardez ce peuple, vous lui dites la vérité parce que vous êtes censé l'éclairer. Oui, non, je dis la vérité. Il y a une très grande mégestion ici. Une très grande mégestion. Et la corruption est en cours. Là, écoutez les choses. J'ai donné un exemple. On peut m'en vouloir parce qu'il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui. Je parle d'abord des petits buildings construits là-bas. L'aéroport de la honte que nous avons. Il ne faut pas avoir la foi comme à l'église. Alléluia, amen, élection le 31 décembre, le 23 décembre 2018. L'autre contrainte, on vous sent réservé. Le grand nord du Nord Kivu est à feu et à sang. La sécurité. Les ADF sont déterminés maintenant. Ils ne veulent plus rentrer là-bas parce que Museveni, s'il rentre, il va les écrabouiller ou les tuer tous. Ils ont décidé de rester au Congo. Et les Rwandais, déjà demain, on dit que ceux qui sont en dehors ne seront plus Rwandais. Ils vont perdre leur statut d'abord des réfugiés rwandais dans tous ces pays. Alors là, on tue. On massacre. Et on dit les ADF ne veulent plus rentrer chez eux. Et Museveni, hypocrite, parle des frappes aériennes. Voilà, deux annonces pour satisfaire l'opinion internationale. Ngoï-Mulunda, là, c'est la grande question aussi. Est-ce qu'on va aller aux élections dans cet état de choses, dans ce climat-là? Vous avez décrit une des causes qui me donne la réserve. C'est une des causes qui me donne la réserve. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité, c'est impossible d'avoir les élections. Et si le 23 décembre, on n'a pas les élections, on va décevoir encore ce peuple, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va se prendre en charge, comme disait l'autre, et chasser tout le monde? C'est ce que vous préconiserez en ce moment-là? Le 23 décembre ressemble pour moi à Canaan, à la terre promise, que Dieu a promise aux enfants d'Israël avec Moïse. www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez Lukoyeba. Ils chassent tout le monde, ils prennent le pouvoir. Moi je pense que la crise commence par là. Là où les évêques pensaient qu'ils prennent le pouvoir. Si les évêques commencent, chez nous les évêques ont l'ambition de prendre le pouvoir. Ils trouvent que c'est bien, c'est eux qu'ils soient les présidents. Il y a même un truc qui a circulé dans les médias que, écoute, il faut un président de la transition neutre qui n'a pas d'ambition. Et on proposait le cardinal lisez les médias sociaux. Si l'Église commence à développer les tendances de prendre le pouvoir,
Elle n'est plus l'église au milieu du village, l'église qui tourne quand ça ne va pas. Moi, j'aurais aimé que l'église dénonce toute la corruption, l'impunité qu'il y a ici, l'immoralité qui se passe dans ce pays dans nos dirigeants. Là, l'église devait parler, elle ne devait pas se taire. Mais quand l'église a des ambitions, je l'ai dit aujourd'hui, vous voyez là où l'opposition se met, l'église est là-bas. Là, l'opposition complète, l'église est là-bas. Donc, l'église fait partie de l'opposition. C'est pourquoi je dis que l'église catholique, la est cofondatrice du rassemblement. Elle ne peut plus jouer son rôle au milieu du village. Elle ne peut plus jouer son rôle. Quand le pasteur commence à veut vraiment jouer le rôle d'une place qui n'est pas la sienne, c'est ça le problème que nous avons. En Afrique du Sud, Desmond Tutu s'est battu contre l'apartheid. Là, je l'ai vu la fois passée, quand je suis passé par là, il m'a dit, Ngoy, comment ton pays, toujours des problèmes, pourquoi on t'a formé? Il m'a interpellé. Je vais dire, je sais pas, je me suis dit, il est vieux, il est malade, il m'a interpellé. Partout s'est calmé. Il s'est battu seul contre l'apartheid. Son ami Mandela était en prison. Il n'a jamais reculé. Il est parti. L'apartheid est tombé. Aujourd'hui, il y a des choses. Mais il y a aussi des choses. Il y a des fautes qui sont commises par le président Zuma. Et pour lesquelles, quand l'église c'était, ce n'est pas aussi bon. L'église a été prophétique. Et c'est pourquoi parfois on me dit, mais Moulounda, tu tires partout. Quand il y a des choses, c'est là. Moi, il m'a formé. Il a tiré sur des gens. Je vais donner un exemple de la Birmanie. La Birmanie, vous savez ce qui s'est passé avec les Rohingyas. Il y a un génocide qui est en marche en Birmanie aujourd'hui. Les gens, l'épuration ethnique est en marche. Le Saint-Père est parti là-bas. Le Saint-Père arrive en Birmanie. Il n'a même pas osé citer les Rohingyas. Il suivait le message du Saint-Père. Il n'a pas cité les Rohingyas. Il a appelé à la cohésion et à la coexistence. Il a donné un message vraiment pastoral. Vous savez pourquoi? Parce que l'église là-bas sait qu'elle peut jouer un rôle. Si le pape vient et attaque la junte militaire, ça peut bloquer les choses. L'église, elle sait que nous pouvons jouer un rôle d'apaiser les choses. Ils n'ont pas préparé le pape pour attaquer la junte militaire. Mais chez nous ici, le même pape conditionne sa venue par les élections. Que pour venir au Congo, il faut des élections. Vous jugez notre église par rapport à l'église de la Birmanie. L'église de chez nous, elle fait le pouvoir. Si le pape venait ici, dans ces conditions, il pouvait jouer un rôle. Et mes amis allaient comme ça, allaient comme ça. Donc quand l'église joue un rôle partisan, l'église devient militante. L'église de chez nous, elle ne sera jamais au milieu. Il faut qu'il y ait vraiment un changement, que l'église reprenne son rôle traditionnel. Et c'est pour cela qu'on se bat. Pasteur, vous dites que l'église doit jouer un rôle prophétique, dénoncer le mal. N'est-ce pas ce que l'église catholique est justement en train de faire quand l'église dit que le pays va mal? Vous l'avez reconnu, le pays va mal. Et si le pays va mal, ça dit qu'il y a un problème. Le problème, ce ne sont pas les dirigeants dans ce cas? Non, mon problème, il est très clair. La question, elle est vraiment, vraiment bien posée. L'affaire des routes données, moi je mets cet accord aussi. Toutes ces histoires-là ne sont pas là-dedans. On utilise les problèmes connus pour amener les gens dans la rue. Aujourd'hui, est-ce que l'Église catholique a pu dénoncer aussi les gens qui sont en prison, ceux qui ont fait des crimes clairs? Que pour ça, mon fils, ici on vous a arrêté, ils ont raison. Aujourd'hui, il y a des dirigeants congolais qui sont punis par la communauté internationale, qui ne peuvent pas voyager à cause des questions politiques. Est-ce que l'Église catholique qui est au milieu du village a dénoncé que ces sanctions-là sont des sanctions injustes? Mais quand vous condamnez seulement un côté, c'est là où ça pose problème. Les questions qui sont soulevées sont des questions vitales. Le pays va mal. Moi, je dis le pays va même trop mal. Mais qu'on n'utilise pas ça. Mais vous êtes là d'accord avec les évêques ou l'Église catholique qui dit le pays va mal. Vous ajoutez va même trop mal. Trop mal. Et après ce constat, on fait quoi? On reste là? Non, on voit que retourne à son rôle au milieu du village. C'est la malice. C'est la malice. Sont aux affaires et nous calmement. C'est la malice. Et l'église sautait. Écoutez, ils ont un objectif et utilisent une question qui existe pour sauter ça. C'est vrai la question qu'elle pose, ça va mal. Personne ne peut dire que ça va bien. Mais eux, ça n'a pas été leur préoccupation pendant ce temps-là. Ils disent, ah, maintenant pour que ces gens sortent, soulevons le mal, montrons ce qui ne va pas. C'est ce que moi je condamne. Il fallait qu'ils le disent dès le départ. Dans la condamnation Sylvestre, ils disent, bon, le pays va mal. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et que tout ce que si c'était dans la cour, je serais avec eux. Mais eux utilisent d'une manière très maligne ce qui existe comme problème pour répondre à leur objectif. Mais vous qui voulez le bien maintenant, parce qu'avec votre table ronde, dans le cadre du centre, vous voulez le bien, vous voulez résoudre les problèmes économiques et sociaux du pays, mais pourquoi est-ce qu'on ne vous écoute pas? Pourquoi est-ce que cette table ronde n'est toujours pas là?
Vous qui voulez le bien. Nous faisons appel, d'abord, nous faisons appel au chef de l'État lui-même, qui sache qu'il n'y a pas une autre voie. Lui-même a dit que c'est le dialogue est le mode de résolution des problèmes au Congo. Nous faisons appel à lui, qu'il facilite cette devine de la table ronde, mais qu'il ne soit pas ce même table ronde politique là où le peuple sera au milieu. Parce que les gens, on n'a pas d'autre choix que nous mettre ensemble et que ce peuple-là puisse pouvoir jouer son rôle. Nous disons au centre que le peuple doit être écouté. On ne doit pas continuer à laisser notre pays exploiter comme ça, qu'il est table ronde ou pas, le centre agira. Pour le peuple. Ce sera différent de l'action qui s'est faite ici, qui est par le centre agira. Vous agirez, vous ferez quoi? Ah là, je ne peux pas le dire. Ah voilà, donc c'est un autre plan B que vous ne voulez pas mettre sur la table, comme l'Église catholique est en train de chercher à mettre... mais qui met le peuple au centre, et ses préoccupations au centre, et son ventre au centre. Alors vous décriez l'impunité, l'injustice. Où serait passé Tchinja Tchinja et Bakanda Bakoka, qui ont mis à feu à sang le Nord Katanga? Tchinja Tchinja, à ma connaissance, serait en prison. À votre connaissance? À ma connaissance, il serait en prison, à moins qu'il soit évadé. Bakanda Bakoka, qui s'est bien rééduqué, ainsi de suite. Bon, il devait être quelque part là. Bon, je ne suis pas leur vie. J'ai fait mon travail, la paix est arrivée, et je suis content. Dans un décor comme celui-ci, au-delà de la loi électorale votée et promulguée, au-delà des 46 millions d'électeurs enrôlés, au-delà justement de tous ces décors qui se mettent en place pour des élections crédibles, vous êtes d'accord avec nous en tant que président de la CENI, pasteur, ancien président de la CENI, du centre, ancien président de la CENI, oui. Excusez-moi lapsus, vous regardez le peuple et vous lui dites la vérité. 2018, une année réellement électorale, des élections porteuses pour un Congo stable, prospère. Vous avez prophétisé. Au-delà des slogans. Oui, vous avez prophétisé la non-tenue des élections cette année. Ben, vous êtes en passe de réussir votre prophétie. Ouais. Prophétisez maintenant. Dites-nous, avec votre boule de cristal, y aura-t-il élection fin décembre 2018? Je dis la fois passée que j'avais des inquiétudes. Je le dis. D'abord, quand on parle des élections crédibles, il faut qu'elles soient apaisées. La loi qui vient être promulguée, et cette loi-là va amener d'abord l'harmonie et l'apaisement. Elle a été imposée par la majorité. La majorité a joué son rôle, elle a imposé, la loi est promulguée. Je ne dis pas ici que les raisons qui ont poussé les législateurs à sortir cette loi ne sont pas des raisons fondamentales. Ce sont de bonnes raisons. 403 partis, c'est trop. C'est la manière dont on a procédé. Est-ce qu'elle va amener l'harmonie et la coexistence? Voici mon interrogation. Le doute de la tenue des élections en 2018 est celui-ci. Les contraintes. Est-ce qu'on va donner les moyens à la CENI? Est-ce que la CENI a tout ce qu'il faut pour arriver aux élections? En tout cas, je le dis clairement. Je l'ai dit dernièrement, j'ai dit que le président Nanga ne puisse pas jurer que c'est le 23 décembre, qu'il ne jure pas. Parce qu'il y a trop de contraintes financières, il y a trop de contraintes logistiques, il y a beaucoup de contraintes. Parce qu'un commandant de bord doit avoir toutes ses manettes. Quand la logistique dépend par exemple de la MONUSCO, vous savez ce que la MONUSCO nous a fait en 2011, c'était terrible. Est-ce qu'il a un plan B pour ça? Est-ce qu'il a tout l'argent pour ça? Moi, en tout cas, je dis, j'ai des réserves. Le gouvernement a promis de financer à partir du mois de janvier, donc d'ici le lendemain, hein, de la date d'aujourd'hui, à hauteur de 60 millions la CENI pour l'organisation des élections. Ça veut dire que si on finance à hauteur de 60 millions, au bout de 10 mois, on aura 600 000. Dans son mandat, aussi longtemps qu'il n'y a pas élection. C'est ce qui dit la Constitution. Et moi, je dis clairement qu'ils veulent faire tuer les gens pour impressionner la communauté internationale. Que Kabila a tué et qu'il y a du sang là-bas et que la communauté internationale intervienne et dise que, écoutez, monsieur, tu es hors mandat, regarde, le peuple ne t'aime pas et qu'il puisse partir. Ils veulent forcer le départ du président avant la date des élections. Donc, c'est comme on dit chez nous, les moutambous ou les traquenards que l'Église catholique tend, selon vous, à la classe politique congolaise, au Congo et au président Kabila le 31 décembre. Et au peuple lui-même. Je pose la question. Le peuple va aller mourir demain, pourquoi?
Mais qui va tuer le peuple, Ngoï Molonda? Écoute. Or, la police, elle est là pour protéger, pour canaliser, avec des moyens humains. C'est un service public. Les moyens lui donnés par ce même peuple. Et cette police, depuis sa réforme, c'est une police qui est là pour le peuple. Alors, qui va tuer demain? Très bien, une très bonne question. Depuis quand avez-vous vu dans ce pays une marche totalement pacifique? Il n'y a pas de débordement. Dans d'autres pays, c'est vrai, les anciennes démocraties, les gens marchent. Mais chez nous, ici, depuis 2006, on a vu des policiers brûlés par la population dans ce pays. Et quand la population sort, c'est pour piller, c'est pour casser. Les gens n'ont pas cette culture-là. Et ils savent en reposant dans la rue que ces gens vont faire la même chose. J'ai vu une vidéo des gens cagoulés, de l'opposition, armés, qui ont circulé, que nous allons frapper très fort. Vous allez voir, même si la police fait des efforts pour ne pas déborder, l'opposition elle-même peut monter les gens qui sont de l'heure à les tirer, à les provoquer, à les tuer, pour qu'il y ait confrontation. Parce que vous êtes avec moi, nous sommes Congolais, quel est le jour où on a fait une marche pacifique ici et n'a jamais eu lieu? Et c'est ça qu'ils veulent profiter, pour nous amener. La marche de 92, la marche dite des chrétiens, elle n'était pas pacifique, c'était encore là, la marche voulue par l'Église catholique. Et c'est celle qui est voulue aujourd'hui. Ils ont eu des morts, on les a mis dans le calendrier, ils deviennent des martyrs. Et quand les laïcs écrivent, ils disent carrément, les laïcs catholiques, cette marche a été organisée à la demande des évêques. Donc ces morts-là sont morts à la demande des évêques. La même chose aujourd'hui, ces morts qui vont mourir à la demande des évêques. Et nous, et moi, on est tendance pour responsables. Parce que cette culture n'est pas ici. Pourquoi aller dans la rue? Qu'est-ce qu'on a refusé de faire dans l'accord? Ils ont le CESA. Le gouvernement est là. Le calendrier est sorti. Dites-moi, pourquoi cette marche? À quoi elle sert? La motivation claire du CALCC, c'est comme ça que ça s'appelle, CALCC, ouais. C'est que l'accord n'est pas appliqué de bonne foi. C'est-à-dire que les animateurs que l'on a, en tout cas pour ce qui est de l'opposition, ne sont pas les bonnes. L'accord n'est pas appliqué de bonne foi, du coup, ils réclament l'application de l'accord de bonne foi. C'est aussi la condition posée par la communauté internationale pour soutenir, financer les prochaines élections. Je voudrais analyser cet accord, son application jusqu'à présent. Je voudrais vous dire pourquoi ils sont mécontents. Parce que cet accord-là a été taillé sur des personnes. L'accord n'a pas été taillé pour le pays. L'opposition a taillé, les négociateurs, surtout les évêques, ont influencé un accord qui est taillé sur la personne de Denis Tshisekedi de bonne mémoire, sur son fils comme Premier ministre. Et tout ça, il préparait ce qui devait arriver demain. Mais Dieu a agi autrement et ça a dérangé tous les calculs. Bruno Tshibala, aujourd'hui Premier ministre, n'est-il pas opposant? Je pense qu'il n'a jamais été au PPRD. C'est un opposant. Mais les opposants aujourd'hui, s'il vous plaît, ne sont-ils pas les mêmes que ceux d'hier? Non. Olengankoy aujourd'hui, qui appelait Kabila Soso, Aokende, Maki, il n'y a pas eu plus dur contre Kabila comme Olengankoy dans ce pays. Aujourd'hui, ils appliquent cet accord-là. Ils parlent aujourd'hui de la libération des prisonniers. Je voudrais être clair. La décrispation. La libération des prisonniers comme condition de décrispation. Mes amis, ce n'est pas parce qu'on est opposant. Il y a des opposants qui ont commis des fautes, des infractions lourdes qui méritent d'être poursuivis. Mais ça ne les déshonore pas parce qu'ils sont opposants et tout est changé en prisonnier politique. Je ne nie pas qu'il y ait des procès politiques, je ne nie pas. Les procès politiques dans ces cas-là ne manquent pas, il y en a. Mais la plupart des cas, quand vous suivez, certains ont eu des cas de flagrance. Ce qu'ils demandent, ils devaient être sages. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est demander une amnistie. Ils veulent une amnistie de la part du président. Et l'amnistie, c'est une grâce qu'on donne. Et la grâce, on ne l'impose pas. Ils doivent d'abord reconnaître que ces gens ont mal fait et demander au chef de l'État que pour décrisper, accorde-leur la grâce. Parce que juridiquement, ils sont condamnables. La plupart, quand vous suivez les cas, ce sont des cas de flagrance. Ce n'est pas parce que tu es opposant, tu fais des choses graves et on tourne ça. Non. Même au nom de la paix? Oui? Même au nom de la paix? Même au nom de la paix. Un crime, c'est qu'il y a des prisonniers qui sont là, qui parlent pour eux en prison parce qu'ils ne sont pas politiciens. Alors qu'on demande la grâce pour eux. Moi, à ma place, les évêques partiraient avec une demande de grâce au chef de l'État. Nous voulons la décrispation, Monsieur le Président. Ils ont mal fait. Nous reconnaissons que leur condamnation est juste. Mais pour la décrispation, Excellence, vous devez accorder une grâce. La grâce, on la donne, c'est une demande, ce n'est pas un droit. Mais au lieu de demander, c'est dire que l'accord n'est pas appliqué de bonne foi, il faut que quand on personnalise un accord
Un accord doit servir tout le pays et que tout le monde se retrouve. Mais quand vous personnalisez un accord à cause d'un tel individu, c'est là où ils sont à côté. Mais pasteur, vous dites que l'accord était voilà, signé, on s'est basé sur des individus. Mais aujourd'hui, on n'a pas Félix Tshisekedi à la primature, mais on a le même accord. Alors, comment dire que l'accord était personnalisé? C'est pourquoi ils ne l'acceptent pas. Parce que les gens qu'ils veulent, qu'ils pointaient dans l'accord ne sont pas présents. Et ils vont continuer à refuser tout le monde jusqu'à ce qu'ils auront leur personne. Et ça va créer un problème. Parce que ceux qui sont là, ils sont de l'opposition. Félix Tshisekedi aux affaires, comment ça peut créer ou ça créerait un problème? C'est leur problème à eux-mêmes. On leur a demandé qu'ils puissent désigner 3 personnes. Ils ont refusé. N'oubliez pas l'histoire et l'évolution politique. Le chef de l'État a été ouvert, a demandé à l'opposition de donner 3 noms et ont imposé un seul nom. Mes amis, aujourd'hui c'est bien facile de parler quand vous oubliez l'évolution. Nous qui lisons, nous qui suivons, on leur a demandé ça bloquer jusqu'à ce qu'eux-mêmes, au sein du rassemblement, se divisent. Un groupe donne 3 noms et le président n'a pas piqué. Bruno est venu recommandé par l'opposition. Vous parlez pour avertir le peuple congolais, c'est un signal d'alerte que le 31 décembre, ce n'est pas une marche pacifique ordinaire. Il y a péril en la demeure. Daniel Ngoï Mulunda, vous l'avez dit, en regardant le peuple dans les yeux, mais vous êtes un médiateur connu, initié par Monseigneur Desmond Tutu, le Sud-Africain. Vous avez mené un travail de médiation pendant, il y a quelques années, pour réconcilier Tchindia, Bakanda, Bakoka, dans le nord Katanga. L'histoire est connue, l'arme contre un vélo et quelques pièces de paille. J'ai même réconcilié certains opposants avec le chef d'État aujourd'hui au départ. Ah oui. Ils savent. Oui. J'étais à la base du succès de l'accord de Lusaka. J'ai joué mon rôle pour qu'on arrive à l'accord de Sun City 1+4. Je joue mon rôle, peut-être pas les médias, mais je continue à jouer mon rôle. Alors, vous êtes quelqu'un de très courageux. Pourquoi vous n'avez pas eu le courage d'approcher vos aînés catholiques pour prendre langue avec eux et se parler en face pour résoudre le problème au lieu de chercher à le résoudre du côté d'un camp? Non, moi, en tout cas, je reste au milieu. D'abord, on ne m'a pas accepté dans ce dialogue. Vous restez au milieu de quoi? Parce qu'on vous entend, laissez-moi vous dire, pasteur, vous êtes plutôt au coin quand vous qualifiez les catholiques d'être des proches du rassemblement, mais vous êtes proche du pouvoir. Vous ne prenez que parti, faites et cause pour le pouvoir depuis le début de votre intervention. J'ai dit aussi que ici, la majorité dans cette histoire-là, le président a été trahi par tout le monde. La majorité à laquelle il a fait... Qu'est-ce que la majorité a obtenu pour le chef de l'État ici? Ils l'ont vendu. Mais, et puis c'est pourquoi l'Église... Ils ont obtenu qu'il reste au pouvoir. Non. Ça, ce n'est pas eux. Ils n'ont rien obtenu pour le chef de l'État, la majorité. Ce qui est dans l'accord, ils ont seulement repris ce qui est dit dans la Constitution, que le président reste jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Et ça, c'est clair. Et moi, j'ai dit aux amis qu'ils n'ont pas fait un travail. C'est pour cela. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent à cet accord? Demain, le 31 décembre, cet accord-là est mort. Mais ils vont y tenir. Les évêques avaient reconnu devant le chef qu'ils avaient échoué. Et qu'ils se remettaient... Ils avaient réalisé jusqu'à plus qu'ils avaient plutôt réussi. 90%, c'est une grande distinction. Mais vaut la fin d'une chose que son commencement. On leur a donné une mission d'inclure les gens et n'a pas réussi. Mais il faut être de mauvaise foi pour dire qu'à 2%, on a échoué. Non. C'était la courtoisie. Je pense qu'ils ont échoué à 98%. Parce que la cause pour laquelle on leur a donné ce travail n'a pas été réalisé. La mission n'a pas été réalisée. Ils sont allés déposer leur tablier. Ils ont dit on se remet à la sagesse du chef de l'État qui est garant de la nation. À ce moment-là, les évêques devaient arrêter. Complètement arrêter. Qu'est-ce qui les pousse à continuer jusqu'aujourd'hui? Pourtant, ils avaient déjà arrêté. Je pose une autre question. La Cinco, avant que le chef d'État ne leur accorde cette mission-là, n'avait-il pas un programme de l'Église catholique? Je pense que la Cinco regarde, harmonise le programme de l'Église catholique au pays. Pourquoi ils s'accrochent seulement? Ils n'ont pas un autre programme que la mission confiée par le chef de l'État. Ils n'avaient qu'à abandonner à ce moment-là. Ils laissent tomber, ils disent alors, on a fait le travail, les politiciens nous ont compliqués, monsieur le président a continué. Ils tiennent à ça. Pourquoi? Parce que cet accord leur a livré Kabila lié mes pieds et pas l'opposition et pas le pouvoir. Moi, je me force à faire une analyse claire, une analyse qui est sincère. Même l'histoire reviendra sur ça. Qu'est-ce que Ngoï Mulunda a dit? J'ai dit au peuple aujourd'hui, on demande au peuple d'aller, le peuple souffre.
vous souffrez, vous êtes dans la misère, allons-y, allons parce que nous souffrons. C'est vrai, je l'ai toujours dit, le peuple souffre, les gens ont faim, les gens sont très mal payés. Nous avons les salaires de la honte. Vous pouvez avoir n'importe quel Premier ministre demain, il échouera avec un budget de 4 milliards de dollars. Et nous nous disons, voilà les vrais problèmes des Congolais. Mais le peuple dont on parle, dans cet accord ici, le peuple ne figure pas. C'est mon problème. On ne parle pas des salaires du peuple ici. On ne parle pas des soins médicaux. On ne parle pas des salaires d'infirmiers. On ne parle pas des enseignants. Rien. Mais en même temps, vous savez qu'on ne pouvait pas parler de tout ça. C'est d'accord. Le peuple doit aller demain pour une cause. Le peuple n'est pas ici. J'ai dit au peuple congolais, vous n'êtes pas dans cet accord. On veut vous utiliser pour leurs intérêts politiques, pour qu'ils travaillent. Mon frère, le peuple n'est pas ici. Avec cet accord, il n'y a rien. C'est pourquoi nous disons, nous au centre, on a dit, les problèmes du peuple ne sont pas ici. Qu'on aille à la table ronde. Les vrais problèmes du peuple, ce n'est pas celui qui est là. Le peuple doit manger. Le peuple congolais. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Un petit pays comme le Togo, qui n'a que le phosphate et le porc comme ressources. Ils viennent de construire un aéroport avec 12 quais modernes. Nous, avec tout ce qu'on a comme richesse, regardez les supermarchés qu'on a construits en Gilles ici, qu'on appelle aéroport multimoderne. C'est une honte. Modulaire, avec autant de millions avalés. C'est ça ma préoccupation. Ma préoccupation, moi, je dis au peuple, vous allez mourir pourquoi? Si on aurait dit ici dans l'accord qu'on monte les salaires, plus qu'un Boudi, que les salaires minimums soient là, que la nourriture puisse baisser des prix, qu'on puisse... Moi, j'allais vraiment être le premier dans la marche demain. J'allais être dans la marche demain, moi-même demain, dans la marche. Parce que le peuple n'est pas ici. Et je dis, peuple, on va vous utiliser pour un agenda politique. Ils ont un agenda politique. Ils veulent que les gens viennent au pouvoir. Ils veulent chasser ceux qui sont au pouvoir par la force. Peuple, vous n'êtes pas dans cet accord. Peuple, ne sortez pas. Mais vous ne confrontez pas. Alors, vous continuez ce message avant d'arriver justement à d'autres axes. Vous vous adressez à ce peuple avant de rentrer dans l'histoire. Daniel Ngoï-Mulunda, vous étiez en train de parler au peuple de son absence dans cet accord. Vous regardez à ce peuple et vous lui démontrez la malgouvernance qu'il y a eu durant toutes ces années, avec un immeuble intelligent, un seul immeuble intelligent parmi autant des milliers ignorants, un supermarché à l'aéroport, et voilà. Vous regardez ce peuple, vous lui dites la vérité parce que vous êtes censé l'éclairer. Oui, non, je dis la vérité. Il y a une très grande gestion ici. Une très grande gestion. Et la corruption est en cours. Là, écoutez les choses. J'ai donné un exemple. On peut m'en vouloir parce qu'il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui. Je parle d'abord des petits buildings construits là-bas. L'aéroport de la honte que nous avons. Regardez, j'ai toujours dit, et je vais le répéter aujourd'hui. Regardez, l'ancien Premier ministre Matata a été au pouvoir pendant 5 ans. Et on va aller le financer. Quand vous regardez un peu des financiers, ce sont des hommes d'affaires, ce sont les miniers. C'est vrai, ils peuvent avoir donné de l'argent. Mais le Premier ministre... Vous parlez de l'université Mapone. Mapone, il y a même des écoles primaires qui sont là. Il a causé beaucoup de choses. Hein. Mon problème à moi, qu'est-ce que le Premier ministre Honoré a donné en échange de ces gens-là? Ce n'est pas gratuit. Est-ce qu'un jour, il peut, dans un pays qui se respecte, un monsieur qui a été au pouvoir pendant 5 ans, comme Premier ministre, il construit des choses pareilles? Il faut qu'on dise au peuple, qu'est-ce qu'ils ont reçu à donner en échange? Je suis descendu. Je viens d'enterrer mon frère, père son âme. J'étais là-bas. La famille est venue et les gens du parti, les gens du centre sont venus de Kolwezi. Ils m'ont fait un rapport. Ils disent, pasteur, on peut tout dire. Il n'y a pas de rétrocession, mais Kolwezi s'est construit. Les routes commencent à... Il n'y a pas de rétrocession. C'est ce que nous voulons. Mais si nous demandons un effort de plus, c'est bien beau de construire les routes, qu'on puisse penser sur le ventre des Congolais. Les Congolais ont faim. Je ne sais pas combien. Allez voir comment est-ce que les gens se battent autour de poulets et autour de poissons. Moi, je félicite le gouverneur Mouyej. Je félicite le gouverneur Kapo Palumbashi. J'ai vu les routes barrées, on construisait. Il n'y a même pas de rétrocession de 40%. Ils continuent à faire le travail. Mais est-ce qu'on pense à ce peuple-là, à son ventre? Le problème que nous avons aujourd'hui, il y a l'impunité dans ce pays. Les gens font du n'importe quoi. Et aujourd'hui, moi, j'attends. Si on ne les fait pas demain, mais le lendemain, il faut que le Premier ministre nous dise cette université restera. Qu'est-ce que ces gens-là ont donné en échange? Je vous ai parlé ici du pillage de nos minéraux. L'argent ne peut venir que quand on va faire une grande révolution dans les secteurs de nos ressources. Je vous ai parlé des 4 collines à Fongoro, Metengue, 4 ces collines devaient être exploitées pendant 40 ans. Mais au bout de 3 ans, ces collines sont parties. 40 ans. Au bout de on a rasé, c'est des gros camions qui transportaient les Hakuna Matata, les îles, etc. Et beaucoup d'hommes sont là-dedans. Beaucoup de policiers sont dans ces camions-là. 200 camions de minerais sortaient par jour.
Et les minéraux qu'on devait exploiter pendant 40 ans sont partis en 3 ans. Et les gens de Fungurume vont rester avec les trous. Regardez la pauvreté de la population de Fungurume. Ils sont très pauvres. Même les gens de chez moi à Malemba sont mieux que les gens de Fungurume. Mais c'est chez eux là-bas. C'est eux qui font qu'on construise des écoles ici. Ils n'ont rien. Et c'est ça ma préoccupation. Qu'est-ce que nous faisons de nos richesses? Nous avons le pétrole ici à Moindre. Est-ce que vraiment nous contrôlons le pétrole qui sort chaque jour? Il paraît que pour aller là-bas, il faut un hélicoptère. L'État n'aime pas un hélicoptère. Ce sont les exploitants de pétrole qui doivent mettre et aller contrôler. Ils ne contrôlent même pas combien de pétrole sort. Ce pays est pillé. Je vais aller encore plus. Regardons le cas de la SNCC. Si demain un agent de la SNCC sort dans la rue, je vais beaucoup regretter. Il y a des gens de la SNCC qui sont 30 mois impayés. 30 mois d'arrêt de salaire de la SNCC. La SNCC, moi je suis petit, j'ai monté dans le train. La SNCC ne vivait pas des tickets de train. Ça c'était l'aspect social du train. Mais la SNCC avait pour mission traditionnelle de transporter les minéraux. Et ce n'est pas le transport des minéraux que la SNCC faisait des recettes et aider l'État. Aujourd'hui, les rails sont vétustes. On va nous acheter des vieux locomotives, hein, des vieilles. Et on les peint. Et on ment aux Congolais qu'on achète Parce que quand on gouverne avec le maçon, ça ne va pas. Si les rails ne marchent pas, si les trains ne marchent pas, pourquoi l'État ne peut pas lui-même acheter de gros camions et donner à la SNCC? C'est votre travail traditionnel. SNCC transporter les minéraux vous-même. Les gens seraient payés, les recettes augmenteraient, mais aujourd'hui, c'est des privés qui se font des milliards. Et ça, écoute, disons-nous qu'on le dise. Je suis serviteur de Dieu et je sais qu'un jour, on rendra compte. Et la SNCC, là, combien de gens sont morts? Parce que les gens ne sont pas payés, ils ne peuvent pas avoir accès aux soins, mais c'est des privés qui achètent tous des gros camions. Quelqu'un vient au pouvoir demain, il est dans la Saint-Katanga, il achète les camions, c'est pour transporter les minéraux, il transporte les minéraux, mais l'entreprise qui doit transporter les minéraux est là impayée. C'est des choses comme ça qu'il faut régler dans ce pays. C'est des choses comme ça qu'il faut arranger. C'est pour ça que nous allons à la table ronde. La table ronde que nous demandons, nous, au centre, n'est pas pour le partage de pouvoir, c'est traiter de ces questions-là. Comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions, que les gens soient soignés, que l'être qu'il n'y ait pas de retard, que les minéraux soient contrôlés? Alors, justement, Fabien, justement, tableau aussi sombre. Une question en rapport avec la table ronde, avant que vous ne repreniez la parole. Vous souhaitiez, pasteur, que cette table ronde se tienne au plus tard, enfin avant le 31 décembre, ce qui ne va pas arriver. La table ronde était censée vous permettre d'avoir un éclairage sur l'avenir. Vous l'aviez dit avec Jean-Marie. Alors, on ne l'aura pas. Hein, jusqu'à demain, il n'y a rien de prévu. Qu'est-ce qui va justement arriver? Puisque selon vous, l'accord du 31 décembre est mort le jour même où les évêques l'ont déposé auprès du chef de l'État. Donc on n'avait plus d'accord depuis... alors, on n'a pas d'accord. On n'aura pas la table ronde. Qu'est-ce qui va arriver? Non, je voudrais clarifier là-dessus. Nous savions qu'il y aurait un vide après l'accord du 31 décembre. Après l'accord de la Cinco. Et comme l'accord disait au plus tard le 31, techniquement, politiquement parlant, c'est le 31 demain que l'accord termine. Et nous disions, tous les arrangements faits, comme eux-mêmes ont dit, au plus tard, le 31 décembre, qu'il n'y ait pas un vide. Nous avons préconisé la table ronde. Et ce n'est pas encore tard. On peut l'organiser demain. Parce qu'après le 31, qu'est-ce qui va arriver? Voilà la question. Doit-on continuer avec le même gouvernement? Doit-on continuer avec les mêmes acteurs? Doit-on continuer? Moi, ce n'est pas mon problème. Comment est-ce que le peuple doit attendre 1 an encore? La table ronde, c'est pour résoudre les vrais problèmes que nous avons. Les vrais problèmes qui peuvent amener les gens dans la rue, c'est cette pauvreté. Alors, ces problèmes-là, nous devons les traiter au niveau de la table ronde. La table ronde ne sert pas à la question du pouvoir. D'abord que le peuple. Comment est-ce que nos ressources sont gérées? Comment est-ce que nous allons continuer à être un peuple ridicule? Regardez le Kenya. Il ne produit que des fleurs, café, thé et le tourisme. Regardez leur aéroport. On m'a amené à l'aéroport par un chauffeur. Il dit, ah, pasteur Molunda, je pense qu'à Kinshasa, quand j'arriverai là-bas, c'est un aéroport extraordinaire parce que ce pays est riche. J'ai eu honte, j'ai eu froid. C'est ça. Ce sont des questions que nous devons traiter nous-mêmes pour que nous puissions être maîtres de nos ressources et que les Congolais vivent au moins bien. Les Congolais ont faim, mais n'ont pas de ressources. Daniel Molunda, vous avez peint un tableau très sombre avec un parallélisme sur le continent, dans quelques pays. Oui, mais Matata, c'était un bosseur, au-delà de ce que vous lui reprochez.
comparativement à certains amateurs, à certains débrouillards, aujourd'hui, je le dis bien, j'ai pas froid aux yeux pour vous le dire, certains débrouillards aujourd'hui dans ce gouvernement, Daniel Ngomulunda. Alors, est-ce que ce tableau sombre que vous venez de peindre n'est pas la raison principale de cette marche? Parce que vous vous êtes même dit tenter d'aller demain déjà être à la tête de cette marche. Daniel Ngomulunda. Je veux d'abord reconnaître que non, intelligent. Vous n'avez pas un tableau qui énerve, qui révolte quand même. Intelligent, oui. Matata est. Même si vous n'avez pas dégagé les responsabilités. Non, non. En tout cas, intelligent, il est. Mais ce sont les faits qui suivent, qui posent des questions. Gestionnaire, il est. Mais le problème, c'est que nous avons aujourd'hui sur le terrain, pas dans tout pays éthiquement. Parce que le problème de notre pays ne regarde pas les questions éthiques. C'est la question que je pose. Maintenant, dans le tableau, tu as absolument raison. Mais la raison pour... Si ces questions-là étaient reprises dans l'accord, on va utiliser le peuple en soulevant les problèmes clés. Le pays va mal, c'est vrai, il va mal. Le pays, c'est si. Quand ils disent que l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est l'unique feuille de route, disent les évêques, c'est l'unique feuille de route. Et moi, je dis au peuple, oui, si c'est l'unique feuille de route, vous êtes absent de ça. Donc, quand vous n'êtes pas dans cet accord, ne marchez pas. On va vous utiliser pour rien. Il faudrait que nous nous mettions à la table ronde, qu'on discute. Si les problèmes du peuple figuraient ici, je serais le premier demain, moi-même, en t-shirt, que les Boumou, Zala, Foufou, Shima, Lorota, on va trouver ça. Mais ce n'est pas ici. Donc on va faire marcher les gens pour un agenda. Pour un agenda politique. C'est ça ma grande question que je pose. Le tableau, il est sombre. Je vais continuer à le décrire et à le peindre très sombre. Mais c'est pas je dis le peuple. Vous ne marchez pas parce que vous n'êtes pas ici. Les gens savent votre condition. Ils savent de quoi vous souffrez. Ils vous utilisent. Mais vous n'êtes pas dans leur agenda. C'est placer les leurs au pouvoir. Un point, un trait. Et le peuple va continuer à souffrir. Et l'Église catholique amène les gens dans la rue, si c'est possible demain. Mais les CC s'est-tu. Bokundoa, André Docteur de son état, a remplacé Marini Bodo. Dans l'histoire, Maloula, en désamour avec Mobutu, oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mobutu s'est rabattu sur son frère Bokele Yale, a construit la cathédrale du centenaire, et puis voilà, les choses ont marché. Marini a joué un rôle important pour le système, on le sait bien, c'était un vieux debout, dynamique, mais vous avez joué au reculon, au lieu de prendre les CC à main. Aujourd'hui, Bokundoa est terré dans son silence, même s'il vient d'arriver. Vous ne jouez pas le contrepoids pour dire au peuple, oui, donc les accords ont été signés pour le ventre. Ceux qui sont là, qui ont négocié, sont en train de bouffer, ils vous ont oublié, on ne vous dit pas la vérité. Alors, vous vous êtes tué. Est-ce que vous ne voyez pas vous avez laissé le terrain complice à l'Église catholique, en fait. Voilà, vous êtes complice. Je l'ai dit la fois passée ici, que l'Église catholique n'est pas l'unique confession religieuse ici. J'ai dénoncé le silence coupable. Le professeur Bokundoa, c'est lui qui m'a donné le cours d'Ancien Testament. Il m'a enseigné, moi, en première année graduate. Le cours d'hébreu, les premières notions d'hébreu, je les ai eues du professeur Bokundoa. Et moi, je dis que c'est un silence coupable. L'Église doit se réveiller aujourd'hui. Même s'il est nouveau, le pays est en danger. Où est la voix prophétique de l'Église? Vous avez absolument raison. Le professeur Bokundoa vient d'arriver, c'est vrai, mais il y a un temps où les gens, demain peut avoir des morts, qu'est-ce que l'Église va dire? Ça, vous avez absolument raison. Et il y a un silence coupable, pas seulement des protestants, des kimbanguistes aussi, des orthodoxes aussi, des musulmans aussi, et ils sont là dans leur coin. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit la fois passée, c'est un silence coupable. Je fais appel à l'ECC. Je ne suis pas encore membre de l'ECC. On doit y entrer. Mais la voix politique, les temps prophétiques, il faut qu'il y ait un contrepoids. Il faut qu'il y ait un autre message. Ont-ils peur d'être en contradiction avec l'Église catholique? Je pense qu'ils peuvent se confronter entre eux. Ils peuvent parler. Vous avez absolument raison. C'est un silence coupable. Et je fais appel à mon professeur, le président de l'ECC. Il a un rôle à jouer. L'ECC nous a donné le poids. Moi, j'ai grandi dans l'ECC. J'étais consacré, ma consécration comme pasteur ancien a été faite devant Papa Bokele et c'est Marini qui m'a imposé les mains. Donc je suis un enfant, je suis un pasteur formé ECC. Je pense que l'Église est en train, disons la vérité en face. L'ECC est en train d'observer un silence coupable et il est temps qu'elle se réveille. On passe au sujet. Hein. Ah voilà, nous prenons le dernier axe. C'est celui de ces rapports tumultueux entre Église et État. On y est déjà. Oui, au Kremlin, vous sentez qu'il y a une harmonie, une symbiose qui donne la force. Et même au sein du Kremlin, des églises, donc deux temples ou trois de l'église orthodoxe.
l'ancienne église, la nouvelle, avec même les corps de grands qui reposent encore là. Je ne sais pas, je ne veux pas aller au-delà de l'aspect spirituel, mystique de ce rapport, mais vous sentez qu'il y a du solide. En Éthiopie, la même chose. Vous sentez la symbiose entre l'église orthodoxe et le pouvoir. Ce qui se passe également en Afrique du Sud, on laisse le temps des bourreaux blancs, mais l'archevêque anglican avec l'ANC ou le pouvoir, on sent qu'il y a l'harmonie. Alors qu'est-ce qui fait que dans notre pays, c'est toujours je t'aime moi non plus. C'est toujours je t'aime moi non plus. Et ce qui fait qu'il y a des camps, ceux qui bouffent, ceux qui ne bouffent pas, ou ceux qui bouffent en silence et trompent le peuple, ou les bandits. Et voilà, pasteur majorité, pasteur opposition. Qu'est-ce qui vous fragilise? C'est une question très importante que vous venez de poser. D'abord, il y a un problème. L'Église doit rester prophétique. L'Église, s'il y a un mal, l'Église dénonce. L'Église n'est pas appelée à soutenir, à embrasser l'État. Ça, ce n'est pas le rôle de l'Église. L'Église doit dénoncer le mal. L'Église doit être là pour la justice et pour la paix. Là, c'est un principe qui est clair. Parce qu'à un moment donné... Mais si l'État est dans la justice, pratique l'équité, c'est la voiture et fait du bien, on ne doit pas l'embrasser? Là, on l'encourage. Alors. Là, on encourage l'Église. Je donne d'abord un principe qui est clair. Si tout va bien, on encourage l'Église à avancer. Le problème vient chez nous, c'est quoi? C'est des ambitions politiques. Quand le pasteur, le prêtre, l'évêque veut faire la politique, il oublie son rôle et veut faire la politique. Disons-nous aujourd'hui, après la conférence nationale souveraine, l'acte de la conférence nationale, la Constitution là-bas disait que, en cas de vacances, c'est le président de la CNS qui prend le pouvoir. Et Mobutu était indisposé. Donc, à ce moment-là, le cardinal devait automatiquement prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, un autre groupe des rebelles vient avec des Kadogo. J'aimerais vous entendre plutôt comme ancien président de la CENI. Vous avez le calendrier qui semble être également plus ou moins politique, parce que c'est arrivé après juste le passage électoral de Niki Halé. C'est l'un des éléments importants que j'ai oublié dans mon questionnement. Très important. Vous regardez le peuple en face. Vous y croyez-vous à ce calendrier? Et votre approche de mettre les partis en présence, en confiance. Moïse Mulunda, c'est un homme dynamique. Alors, avec cette approche de votre collègue, votre successeur, est-ce que vous voyez la confiance? Moi, je ne parle pas de l'approche de mon successeur. Je parle vraiment des intervenants dans ce calendrier. Le calendrier est bon. Moi, je salue ce calendrier-là parce qu'il nous a... Tenable. C'est-à-dire on peut organiser les élections. Écoute, moi, je les ai fait en 8 mois. Donc, on a un an, on peut tenir les élections. Mais les conditions me font peur. Vous comprenez ces conditions? Elles sont vraiment raisonnables? Très raisonnables, très raisonnables. Je donne un exemple de la logistique. Quand vous dites que la logistique est confiée à la MONUSCO, et vous vous laissez arriver à nous, 21 jours avant les élections, la MONUSCO avait promis 80 avions. Mais 21 jours avant les élections, nous on se désiste, on ne donne que 13. 21 jours. Il fallait recourir à la SADC, le président angolais, le président sud-africain et le président Sassou Nguesso, qui ont donné leurs avions et leur personnel 21 jours avant les élections. Parce que si la CENI, les programmes de la CENI ne plaît pas à la MONUSCO peut les abandonner. Il y a eu un temps, en dernière minute, il n'y avait pas d'argent. Les bulletins de vote. C'est moi qui ai négocié avec un ami qui a donné 17 millions de dollars pour qu'on puisse avoir les bulletins de vote. Parce que je disais qu'on doit tenir cette date ou bien c'est dangereux. Et j'ai négocié, aujourd'hui je le dis, le ministère n'est même pas encore payé totalement. Totalement. Il n'est même pas encore payé totalement. Donc ce sont ces questions-là, je dis que le calendrier, je regarde le peuple que moi je dis, j'ai des inquiétudes. J'ai une date, je ne peux pas promettre que les élections auront lieu. Elles peuvent avoir lieu. Très bien. Vous restez souple. Vous restez très souple. Encore que la communauté internationale pose également des conditions. L'application de l'accord n'a même pas donné l'argent, à ma connaissance. Elle pose des conditions. Il faut appliquer l'accord de bonne foi pour qu'elle puisse financer. C'est l'Union européenne, hein, essentiellement, qui l'a dit. Ça prouve. Appliquer l'accord de bonne foi, la communauté internationale soutient les rassemblements. Elle est avec les rassemblements, avec l'opposition. Je vais vous dire une chose qui est importante dans l'histoire. Peut-être que vous êtes encore trop jeune. Je suis vieux, hein, même si je ne me vieillis pas vite, je suis vieux. Vous êtes vieux. Oui. Vous êtes vieux. Aîné de la dépendance du le colon belge, Léopold II,
pour asseoir la colonisation et exploiter les pays, c'est basé sur une trilogie. Eux, comme entreprise, eux, comme église, eux, comme État belge. Elle a utilisé l'église catholique ici pour donner une évangile d'obéissance. Les gens qui dorment, obéissez. Même si on vous fouette, transportez, faites ceci. Même si on vous coupe les doigts, non, écoutez, vous serez rémunérés au ciel. C'était l'évangile de l'église catholique. Et les gens étaient là. Comme récompense, même dans les petits villages, l'État belge a construit des grandes cathédrales. Ce n'est pas eux qui ont construit, c'est l'État belge en récompense qui a construit pour eux. Aujourd'hui, la Belgique, l'Union européenne, ils ont peur de perdre les minéraux du Congo. Ils veulent les dirigeants qui vont les aider. Et l'Église est à la même cause, soutenir un leadership qui viendra répondre au même rôle qu'ils ont joué avant. Donc quand l'Union européenne dit qu'ils ne vont pas donner de l'argent, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Et cet argent, j'avais dit au peuple congolais, cet argent ne va jamais à la CENI. Hein. Ah bon? J'ai dit au peuple congolais, l'argent là ne va pas à la CENI. Moi, président honoraire de la CENI, les millions de partenaires, les gens n'avaient vu ça. Nous, on a utilisé. Vous avez fait la promotion de ces millions de partenaires. Moi, avec Patin Kero, on a couvert le processus électoral à votre époque. Vous avez brandi, vous avez dit voilà, les partenaires viennent d'honorer leurs engagements. Ngoï Mulunda, est-ce que vous avez été là? Je suis sincère. Non, j'ai été sincère. Ils donnent, nous donnons à la CENI, mais l'argent est gardé dans leur compte. J'avais demandé à la communauté internationale. J'ai dit, écoute, nous avons notre argent qui est dans leur compte. On donne l'argent en nom de la CENI. Qu'on ait des signatures conjointes. Vous signez sur le compte de la CENI, là où l'État me donne de l'argent, et moi je signe sur ce compte-là. Ils ont refusé complètement. Moi, qu'il y ait la transparence. Moi, j'ai mis un auditeur interne à la CENI pour me contrôler, à mon époque. C'est Desmond Tutu m'a appris. J'avais un auditeur interne pour me contrôler. J'ai reçu l'audit 2 fois de la Cour des comptes et de New York. J'ai demandé, publiez-moi ces résultats-là. Mais cet argent-là, je n'ai pas dit qu'ils le mangeaient, non. C'est eux qui payaient les membres des bureaux de vote, les personnels temporaires. À notre époque, il n'y avait pas de retard. Hein. Vraiment, ils payaient. Mais c'est argent pour dire que je contrôle combien est resté en solde. Je dis que l'argent là ne va pas à la CENI. Alors, on sent que 2018, il ne faut pas avoir la foi comme à l'église. Alléluia, amen, élection le 31 décembre, le 23 décembre 2018. L'autre contrainte, on vous sent réservé. Le grand nord du Nord Kivu. Et à feu et à sang. La sécurité. Les ADF sont déterminés maintenant. Ils ne veulent plus rentrer là-bas parce que Museveni, s'il rentre, il va les écrabouiller ou les tuer tous. Ils ont décidé de rester au Congo. Et les Rwandais, déjà demain, on dit que ceux qui sont en dehors ne seront plus Rwandais. Ils vont perdre leur statut d'abord des réfugiés rwandais dans tous ces pays. Alors là, on tue, on massacre et on dit les ADF ne veulent plus rentrer chez eux. Et Museveni, hypocrite, parle des frappes aériennes, voilà, 2 annonces pour satisfaire l'opinion internationale. Ngoï Mulunda, là, c'est la grande question aussi. Est-ce qu'on va aller aux élections dans cet état de choses, dans ce climat-là? Vous avez décrit une des causes qui me donne la réserve. C'est une des causes qui me donne la réserve. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité, c'est impossible d'avoir des élections. Parce que quand vous faites des élections dans une partie du Nord, c'est que vous excluez cette partie-là, c'est que vous avez vous-même consacré la balkanisation. Même la question aujourd'hui, que fait la MONUSCO avec toutes ces troupes? Ils font quoi? Ils sont venus aider les FARDC. Pourquoi ils sont incapables de pouvoir neutraliser ces gens-là? C'est vrai, c'est une des contraintes importantes. Si vous devez faire les élections ici avec la partie, vous avez oublié le Kivu, vous avez balkanisé le pays. Et c'est le danger que nous courons chaque jour. Voilà pourquoi j'ai des réserves. À mon temps, je vous disais, qui dit batté, élection Zari. Je le disais, qui dit batté, élection Zari. Alors je me dis, prions fort qu'il y ait élection le 23 décembre. Merci. Et dernière question, en tout cas, Fabien, on ne peut pas laisser le pasteur Daniel Ngoïmouna partir comme ça. Et si on est à une année, et si le 23 décembre, on n'a pas les élections, on va décevoir encore ce peuple? Qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va se prendre en charge, comme disait l'autre, et chasser tout le monde? C'est ce que vous préconiserez en ce moment-là? Le 23 décembre ressemble pour moi à Canaan, à la terre promise, que Dieu a promise aux enfants d'Israël avec Moïse. C'est pourquoi nous nous disons, quand le peuple a eu faim, il n'a pas attendu d'entrer dans la terre promise pour manger. C'est pourquoi nous nous disons aujourd'hui, avant qu'on arrive au 23,
qu'il y ait élection ou pas, d'abord le peuple doit manger. On doit résoudre les questions fondamentales du peuple aujourd'hui. Les salaires, la faim et tout. Nous allons aux élections, que les gens aillent aux élections en mangeant. Dans 3 mois, on peut perdre beaucoup de gens. Moi, je dis aujourd'hui, je suis clair. Je donne la chance à la CENI, mais toutes ces contraintes-là me donnent peur. Et moi, aujourd'hui, je voudrais encore dire à la population congolaise, pourquoi demain? Pour qui tu veux aller mourir? Pour qui tu veux te sacrifier? On n'a pas parlé, tu es absent. Peuple congolais, ne sortez pas demain. Restez chez vous. Priez. Priez, restez chez vous, n'allez pas. Parce que vous n'êtes pas dans ce plan-là. On veut vous utiliser. On veut utiliser votre sang pour amener les gens au pouvoir. Allons aux élections. J'ai fait appel au gouvernement d'aider la CENI. Merci Daniel Ngoï Mulunda pour cet exercice. Il n'a pas été facile. Quel exemple de ce qui arrive au Libéria et dans d'autres pays, même petits ou grands, anglophones, puisse nous inspirer, nous les francophones. Il n'y a que ce Congo qui nous reste. Bon, c'est à vous de juger, de décider de la direction que vous prenez. Voilà. Merci. Et Merci voilà. bien. Merci bien. Je ne dis pas bonne fête, je dis alors, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Au revoir. Merci bien. www.lukoyeba.info pour obtenir des infos.